Et oui, c'est l'heure du top. Salut tout le monde, bienvenue sur mon humble chaîne, où aujourd'hui nous allons faire une rétrospective des meilleures vidéos sorties cette année sur le site YouTube. Quoi, vous avez déjà vu ça quelque part? Et vous l'aurez sans doute remarqué, cette année je ne me suis pas emmerdé, et j'ai repris le concept de MrFox, c'est-à-dire 50 vidéos dans l'ordre chronologique, avec un surlignage sur mes 10 préférés. Surtout que l'objectif cette année, ça va être de le sortir avant MrFox, pour pas trop qu'il y ait de redites. En effet, j'aurais pu faire un top cinéma, un top livre, un top album, mais je me suis finalement très peu cultivé cette année. J'espère que ça sera mieux l'année prochaine, que je ferai un top film notamment, Inch'Allah. Mais cette année, la grosse majorité de mon occupation culturelle a été de regarder des vidéos sur YouTube, comme le gros loser que je suis. C'est donc parti sans plus attendre pour mes 50 vidéos préférées sorties sur YouTube en l'an de grâce 2025, à raison d'une vidéo par créateur évidemment. Je suis Skullkid, bienvenue dans mon bosquet sacré. Ceci n'est pas un blasphème, ou quand le politique se cache derrière le religieux, d'Arcani Corvo sur sa chaîne Kaleidoscope C. Alors oui, dans ce top, on va parler politique avec un côté antifasciste, ça va revenir plutôt fréquemment, et j'assume complètement. Après tout, c'est mon top, évidemment, qui va refléter mes opinions, mes avis, et globalement, ce que je regarde moi. Donc dans cette vidéo, Arcani va parler des œuvres d'art qui ont été accusées de blasphème, ou d'attaque à la chrétienté, en général c'est la religion chrétienne, et souvent non pas par l'église, mais par des groupuscules d'extrême droite, et il va tisser les liens qu'il y a entre ces différents réseaux. Déjà, première chose, ça me bute à quel point les vidéos sur Kaleidoscope sont documentées. Il en sort pas tant que ça, mais quand il en sort, on sent qu'il s'est vraiment buté pour qu'il se soit irréprochable. Il a cité ses sources en commentaire. Putain, il est fort. Pour autant, ça reste un essai vidéo personnel dans lequel Arcani exprime ses avis qui sont aujourd'hui controversés, comme par exemple « Laissons les artistes qui ne font rien de mal faire ce qu'ils veulent », représenter ce qu'ils veulent. Et voilà, je vous conseille fortement cette vidéo, et si vous avez peur que cette vidéo parle trop de politique, je vous encourage à partir, mais après avoir laissé un pouce bleu. Mon passé droitard, je vous dis tu, de Padu. Padu, anciennement Paduring, c'est encore une chaîne de gauche, voire marxiste, mais pour le coup, même à gauche, c'est une personnalité extrêmement clivante. Et en même temps, je dis ça, mais je connais pas vraiment de personnalités qui font l'unanimité à gauche. Alors j'ai pas fouillé, je suis pas fan de sa chaîne secondaire où il fait des espèces de podcasts, où il parle de l'actualité d'un point de vue politique. Chaîne qui a commencé avec la volonté de faire un contrepoint de gauche à Psyodélique. Je suis pas fan de ce genre de démarche. Et de manière générale, j'ai cru comprendre que Padu traînait avec des gens qui disaient pas mal de merde sur la guerre russo-ukrainienne notamment. L'impérialisme américain, non, mais l'impérialisme des autres pays, ça va, ça passe. Pour autant, dans cette vidéo, j'aime beaucoup parce qu'il fait une démarche d'autocritique généalogique où il revient sur tout son parcours et ce qu'il a amené à penser maintenant. Et je trouve que c'est important de savoir qui nous parle. Parce que parfois, quand on regarde des essais vidéo sur YouTube, on tombe sur des gens qu'on connaît pas, qui nous expliquent la vie, mais on sait pas d'où ils parlent et où ils se situent. Et donc je pense quand on parle de sujets clivants et qu'on a du succès, il est important de faire ce genre de démarche et de montrer au public d'où l'on vient et quel a été notre parcours. D'autant plus que ça montre aussi qu'il y a des sacrées évolutions possibles dans les parcours. Padu a commencé par voter Asselineau. Fin de la blague. A Meta-Analysis of Video Essays de Crossbag. En effet, la création vidéo YouTube est quelque chose qui est tellement parvenu à maturité qu'il est désormais fréquent de voir des essais vidéo sur les essais vidéo. Il y en a eu plein cette année, et c'est un truc que globalement on déconseillait de faire lors de ce que j'appelle l'âge d'or. On se souvient, il y a une vidéo de Link the Sun, je crois, qui donnait des conseils aux jeunes youtubeurs, et qui disait « ne faites pas trop de références à d'autres youtubeurs ». Et donc cette année, on a eu plein d'essais vidéo sur les essais vidéo. Il y a notamment eu, je sais pas si vous avez vu, un essai vidéo sur Mathieu Sommet, prometteur le gars. Et mon préféré, à part le mien évidemment, mon préféré reste celui de Crossbag, qui est ce youtubeur métalleux qui parle beaucoup de culture gothique et métal, et qui fait des essais vidéo sur fond vert à la mode anglophone. Cette vidéo ne paye pas de mine, mais elle déborde de passion communicative pour le sujet, et comme moi c'est un sujet qui m'intéresse, je l'ai vu plusieurs fois. Et je pense qu'il dit des choses qui sont parfois bons à savoir quand on s'intéresse à cette culture, comme vous l'êtes probablement si vous regardez cette vidéo. Je vous encourage donc, si vous parlez l'anglais, à aller suivre le travail de Crossbag.
grosse quantité de crust dans mon bag. Filmer un cannibale de Cinefiles. Alors ça y est, c'est le point népotisme. C'est le moment où je parle de la vidéo qui est faite par quelqu'un que je connais. L'année dernière, c'était Noé Jacomet, et cette année, c'est Valérian, donc le tenancier de la chaîne Cinefiles, qui existe depuis, l'époque. Et donc Valérian, qui était plutôt habitué à un format de podcast soliloque critique cinéma, cette année, il s'est lancé dans vraiment l'essai vidéo monté et écrit en avance, avec cette vidéo sur le film Cannibal, un film dont je vais pas trop parler parce que trigger warning, mais qui a l'air très intéressant, qui est un documentaire sur un cannibale. Merde, j'en ai trop dit. Valérian se renouvelle en changeant de forme, et en changeant de forme tout en proposant autre chose que ce que le mainstream pas nous impose, mais ce qu'on voit trop souvent, qui sont les commentaires d'actualité, les critiques à chaud. Et évidemment, son public n'étant pas habitué à cette proposition, cette vidéo a énormément bidé par rapport au nombre d'abonnés de Valérian, et j'en suis profondément dégoûté. Je vous encourage donc à aller la voir. En plus, elle est facile à voir, elle ne dure que 10 minutes. Et au passage, abonnez-vous à la chaîne de Valérian, suivez ses lives, suivez ses critiques. C'est quand même le haut du panier de la critique cinéma sur YouTube. Le seul outil maison pour tout retenir, le carnet de culture, épisode 1 de Fabien Olicard sur Fabien Olicard, la deuxième chaîne. À 180 000 vues pour une vidéo francophone, j'estime que c'est la première vidéo de la sélection à ce moment-là qu'on peut qualifier de mainstream grand public. Et il s'avère que je ne connaissais pas Fabien Olicard avant cette année. Comme quoi ça se dit youtubeophile, mais ça consomme que sa niche. Fabien Olicard, c'est quelqu'un qui me faisait peur car il se présentait comme une sorte de coach en fait qui nous donne des astuces pour mieux réfléchir, être plus intelligent. Et en fait, c'est pas exactement ça. Parce que Fabien Olicard, ça a l'air d'être quelqu'un, du moins peut-être que c'est l'impression que j'en ai et que c'est complètement faux, mais qui a l'air vraiment intéressé par ce qu'il dit et qui est pas juste là pour te vendre une formation en PDF. Les vendeurs de formation qui sont un des plus gros cancers qu'on a sur la création vidéo web. Et donc si je suis tombé sur cette vidéo, c'est parce que je m'intéresse, comme vous pouvez le constater, à ça, à la noble pratique du journaling, et au fait d'écrire des trucs dans un carnet. J'adore ça. Et il y a pas mal de vidéos qui en parlent, mine de rien. Alors beaucoup en anglais, mais grâce à Fabien Olicard, on a cette série qui ne compte à présent qu'un épisode, car il a mis le deuxième en non répertorié, je ne sais pas pourquoi. Fabien, si tu me vois, pourquoi tu as fait ça? Every government employee right now, the man carrying thing. All right, team, listen up. What's up, boss? I've got some good news and bad news regarding your employment. Finally, yes. Are any of us getting fired? The good news is I'm closer to finding out, and the bad news is frankly unintelligible. C'est la vidéo dont je parlais, qui est la plus courte de la sélection, qui ne dure qu'1 minute et 2 secondes, faisant ainsi un peu baisser la moyenne, qui est déjà très longue. Alors, Man Carrying Things, c'est une chaîne américaine qui, à la base, relevait du BookTok, de la critique de livres, mais qui s'est surtout fait connaître en proposant des petits sketchs absurdes et relatables sur nos habitudes de consommation, et aussi sur l'actualité, puisque là, ça se moque du Doge d'Elon Musk, hein, un truc qui a beaucoup fait parler cette année, et Elon Musk fait de plus en plus parler chaque année, et j'espère que la prochaine fois qu'on parlera de lui autant, c'est parce qu'il sera... Man Carrying Things, c'est donc du shitpost, mais je ne pense pas du tout que ce genre soit une sous-catégorie. Même si je parle beaucoup d'essais vidéo, j'aime aussi regarder des petites conneries sur YouTube. Et ce qui est bien avec une chaîne comme ça, c'est que ce mec est libre. Ce mec se moque de qui il veut, ce mec fait passer les messages qu'il veut, et ça influe sur la perception qu'on a de la création YouTube en général, et même de l'actualité, puisque là il se moque carrément du gouvernement américain. Ce genre de vidéo, c'est ces petites gourmandises qu'on prend de temps en temps quand on les voit passer sur un fil d'actualité, et dont certaines me font franchement marrer. I got an email asking me to explain what I did last week. Don't answer that. It says I'm fired if I don't. Then answer it. La pire façon de critiquer One Piece de l'ermite moderne. Vous savez, il y a une démarche chez les créateurs, un genre de créateur, qui est ce gars qui fait des trucs depuis longtemps, et qui se réveille un beau matin après une longue pause, et une remise en question, et il se dit qu'à partir de maintenant, il va faire que des bangers. Eh bien, je pense que cette année, c'est le cas de l'ermite moderne, qui, je crois, n'a pas du tout sorti de vidéo l'année précédente,
et qui là est revenu avec celle-là, qui dure genre 1h30 évidemment. Hein. Cette vidéo est une réponse à une autre vidéo en anglais. D'ailleurs, la vidéo est bilingue, la vidéo de Learning Modern, elle peut être sous-titrée en anglais. Et je crois que beaucoup de spectateurs anglophones l'ont vue, ce qui est une bonne chose. Hein. L'accessibilité des langues est un problème sur Internet. Et donc la vidéo à laquelle il répond est une critique de One Piece que je ne connais absolument pas au passage, et Learning Modern va dénoncer les mauvaises façons de pratiquer la critique de médias sur YouTube. Par médias, j'entends objets culturels, œuvres d'art si vous voulez. Et c'est bien de la part de quelqu'un qui fait des vidéos depuis 10 voire 15 ans et qui en a vu passer des façons dont on parle de médias sur Internet, de réfléchir à comment bien le faire, quoi. Avec toutes les problématiques autour du personnage critique, de l'humour et de la satire, et de ce qu'on considère comme des vrais arguments. Et oui, je mets mes propres obsessions dans le top. À quoi vous vous attendiez ? Learning Modern a sorti d'autres vidéos cette année, quelques reviews, notamment de séries animées. C'est toujours très intéressant, ça me fait découvrir des trucs. The Amazing Digital Circus, c'est trop bien. Et donc, si vous avez le souvenir d'un truc un peu vieillot, un peu chou-fin, un peu banal, et je vous encourage à redonner une chance à la chaîne de Learning Modern. Mes classiques préférés, partie 1 de Margorito. Enfin une femme, ça y est, ça devient officiellement une vidéo politique. Margorito, c'est une chaîne YouTube qui appartient au genre Booktube, une niche avec ses propres codes qui parle de livres. Et parfois, ce genre de chaîne fait des un peu amateurs déjà, mais surtout, elles se ressemblent un peu toutes. Du moins, c'est l'impression que ça donne. Mais Margorito, je trouve ça vraiment intéressant, mais c'est pas très original de dire ça. C'est une des chefs de file du BookTok du Booktube. Oh là là. Et je trouve ça important chez ce genre de curateur, mais aussi l'intégralité des créateurs web, d'avoir une originalité, ou plutôt une singularité, et de réfléchir à la manière dont on propose des choses, et on se distingue, en quelque sorte, pas dans le sens bourdieusien de la distinction évidemment, comment on sort du lot. Et je cite vite fait une autre chaîne YouTube que j'ai failli mettre dans le top, mais que finalement non, la chaîne Les mots de l'imaginaire, qui elle est aussi éditrice, et d'ailleurs c'est important de soutenir la création faite par des femmes sur YouTube. En France, on n'en voit pas tant que ça, hein. Et pourtant, dans le Booktube, il y en a beaucoup. Il faut juste pas les invisibiliser. N'est-ce pas Squeeze? How to analyze books like a Renaissance scholar de Odyssey. Alors j'ai découvert une niche anglophone que j'aime bien, et qui est, qui sont les vidéos qui parlent de lecture et d'apprentissage et un peu de philosophie, et de comment être un peu plus intelligent sans tomber dans le développement personnel bas de gamme. Et surtout sans pour autant tomber dans le dandisme réac qu'on peut avoir dans les équivalents francophones, notamment des gens qui produisent des bustes sans respecter les conditions de sécurité de leurs employés. C'est un miracle qu'il n'y en a pas de gens qui se soient cramés, hein. Ça se trouve, ils ont déjà enterré des gens dans les bois à côté, on ne sait pas. J'aurais pu parler de Parks Notes ou de Jared Anderson. J'ai choisi de parler de cette vidéo d'Odyssey qui nous apprend à mieux comprendre les livres qu'on lit, à prendre des notes, etc. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi, j'aime ça. Et je signale aussi ces tutos pour utiliser Obsidian qui sont très intéressants. WarioWare Castello Lopez de Arid Music. Oui. Bonjour, je voudrais aller dans cette direction. Aucun problème, c'est 1000 €. Tenez, merci. Je possède des thunes. Or les Belges, les Québécois, Je suis tombé dans ces 5 pièges en tant que MJ du MJ masqué. Ah oui, encore une petite niche, chacun ses petites niches. Et moi, les petites chaînes YouTube sur le JDR, j'adore ça. Et il y en a plein, et j'en ai quand même sélectionné quelques-uns, notamment celle-ci du MJ masqué, qui est une des meilleures chaînes en français sur le sujet. Cette niche est extrêmement vivante et active, et la vidéo du MJ masqué est donc remplie de conseils que je qualifierais de game changers, voire de life changers. Oui, je parle anglais, je suis un long changers, le tout dans des vidéos divertissantes. Et d'ailleurs, j'ai commenté cette vidéo, et je crois que je lui ai dit t'aurais pu me le dire plus tôt, parce que si j'avais eu ces conseils plus tôt, j'aurais sans doute été un meilleur MJ dans mes premières sessions de jeu de rôle en tant que meneur de jeu.
Point culture, les clichés de manga de Angry Waifu. Point culture s'écrit avec un G, ce n'est pas les points culture de Link the Sun, c'est une parodie / hommage / reprise du concept, dans lequel Angry Waifu revient sur des clichés qu'on trouve souvent dans les mangas et les animés. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour revenir sur le sujet du point culture de Link the Sun, on en pense qu'on veut de Link the Sun, mais il a annoncé qu'il arrêtait bientôt les vidéos, il me semble, si j'ai bien compris. Ça fait quand même un petit pincement au cœur quand tu as commencé à regarder avec ce genre de mec et qui s'arrête. Mais je voudrais quand même signaler que le format point culture est un super concept, j'espère qu'il sera repris par d'autres gens. Je pense à toutes ces vidéos qui s'appellent tel nombre de trucs expliqués en tel nombre de minutes, et je voudrais juste dire que dans la vidéo d'Angry Waifu, il y a un Pokémon qui s'appelle Splectrum, et ça me fait extrêmement rire. Mark Fisher, capitalisme hanté et futur perdu de Politicon. Alors pour cette section, je serai en voix off car j'ai oublié, je ne sais pas comment, d'enregistrer cette section pendant que je tournais. Et on va parler donc de Politicon, qui est une chaîne YouTube qui parle évidemment de politique, mais différemment de ce que je vous ai proposé jusqu'ici, car bien que ce soit quelqu'un d'engagé, ce n'est pas une chaîne YouTube que je qualifierais de militante, ce n'est pas une chaîne YouTube qui va dans un sens. C'est plutôt de la vulgarisation en quelque sorte de sciences politiques et de théories politiques, et tout ce qui entoure cette discipline philosophique finalement qu'est la politique, à travers plusieurs penseurs, dont ici le cas de Mark Fisher, qui est quelqu'un dont je devrais me pencher dessus car je sens que je vais adorer. C'est un mec anarchiste qui parle de culture, donc voilà. Et franchement, j'ai mis cette vidéo là, mais j'aurais pu mettre n'importe laquelle de la chaîne Politicon, elles sont toutes de qualité équivalente, et franchement, ça fait du bien de voir qu'il y a des nerds, pas seulement de ce qu'on a l'habitude de voir. On peut être passionné de n'importe quel sujet, et grâce à Internet, on peut faire vivre cette passion avec d'autres gens, et je trouve ça beau. C'est un peu l'opposé du concept de cringe dont je parlais dans une de mes précédentes vidéos. Il y avait tout un chapitre sur le cringe, dans lequel j'expliquais que parler de cringe, c'était un peu cringe, en gros. Et bon voilà, retour à moi en vidéo. Le secret de Twin Peaks de Pacom Thielman pour Blast. Alors je dois avouer de mon côté être un peu lassé, pas seulement par la série L'Empire n'a jamais pris fin, dans lequel je ne suis plus à jour depuis longtemps, je pense que je binge-watcherai quand elle sera terminée, mais surtout des formats de Blast, en fait. La recette Blast arrive à saturation chez moi, sans compter les références un peu complotistes qu'on trouve dans certaines miniatures, certains titres, certains traits d'humour, oui, ça arrive parfois, même souvent, d'ailleurs c'est un peu inquiétant. Ceci étant dit, Pacom s'est offert une parenthèse, une respiration, entre deux épisodes de L'Empire n'a jamais pris fin, pour proposer cette vidéo sur la série Twin Peaks, un sujet qui le passionne, il a écrit des livres dessus, il a fait des conférences sur David Lynch, et cette vidéo m'a énormément inspiré. Voilà. J'ai eu envie de créer des trucs. C'est peut-être Twin Peaks qui fait ça, mais Pacom est pas mal dans ce domaine aussi. Sachant que je crois que ce n'est pas la seule vidéo qui parle de Twin Peaks non-stop, comme quoi... Et j'ai toujours pas vu la saison 3. Alors oui, c'est encore moi le Skull Kid of Off. Je me suis rendu compte en montant cette partie que j'étais un peu sévère avec Blast. Il faut quand même rappeler que ce sont des camarades, que leur voix est importante. C'est important d'avoir un média à 1 million d'abonnés qui a une ligne aussi résolument antifasciste. Et malgré ce que je peux leur reprocher, c'est quand même super de laisser un espace de création à Pacom Thielman qui lui donne une renommée en ligne qu'il n'aurait pas s'il s'était contenté d'écrire des articles ou des livres. Donc quand même merci Blast, même si arrêtez les miniatures qui font genre l'élite nous contrôle ou je sais pas quoi s'il vous plaît. My Favorite Things 2025 de Super Hyperwolf. Ça va être le moment déclaration d'amour. J'adore ce que fait Super Hyperwolf. J'adore ce qu'il fait en essai vidéo, j'adore ce qu'il fait en stream, j'adore ce qu'il fait en podcast avec Woolly Versus, dans son podcast où il commence par se recommander des jeux vidéo et au bout d'un moment, ça devient « je vais prendre l'avion pour aller chez toi et te péter la gueule », véridique. J'adore la manière qu'il a de parler de son travail, j'adore la manière qu'il a de parler des œuvres, c'est mon youtubeur préféré. Donc je voulais revenir particulièrement sur sa série de vidéos My Favorite Things, que j'ai essayé de reprendre, j'y arrive pas très bien, mais peut-être que je reprendrai un jour, qui sait. Et que personnellement j'adore, et je pense que c'est l'essai vidéo sorti cette année que j'ai regardé le plus de fois. Tellement j'adore écouter ces mini-chroniques de... voilà, j'ai joué à tel jeu et j'aime bien, j'ai regardé tel film, j'aime bien, et finalement, la vie est plus simple comme ça.
Noctuaire, épisode 1, Tower Dungeon, encore le plus vieux des scénarios, ouvre la porte à l'infini du premier cercle. Toute petite chaîne, très peu de vues, je fais qu'écro. Le premier cercle est une chaîne YouTube qui parle d'œuvres d'art pas connues, donc déjà ça aide pas à se faire connaître soi-même. Cette vidéo parle du dernier manga de Tsutomu Nihei, je crois que ça se prononce comme ça, qui est l'auteur de Blame. Le manga Blame, qui est un peu culte. Et donc je partage parce que ça n'a pas beaucoup de vues et que c'est bien. Bon, c'est très inspiré de certains modèles, hein. Je vais pas dire les noms, mais ça se voit. Mais comme beaucoup d'artistes à leur début. Tout le monde à ses débuts faisait comme les gens qui l'aiment bien. Et donc on passe de cette toute petite vidéo confidentielle à la vidéo qui a le plus de vues de la sélection. L'immense secret caché dans ce jeu abandonné de Feldup. En premier lieu, j'ai changé de jour et donc j'ai aussi changé de lieu et de vêtements. Ne soyez pas surpris. Ça arrive. Ah, Feldup. L'homme. La légende. La légende. Feldup continue à avoir autant de succès, à avoir autant de hype derrière lui, alors que ce qu'il fait sort totalement des clous. Ça continue à me tuer, mais bon, c'est quand même une bonne chose, car il fait quand même des bonnes vidéos. Ça lui arrive quand même. Et ici, il revient une fois de plus sur un sujet totalement obscur, un jeu vidéo qui est en fait un éditeur de niveau qui serait celui d'un jeu vidéo abandonné, pour une raison obscure, et va creuser dans tout ça pendant 2 heures. Feldup est la preuve que, en parlant de sujets totalement niche, en ne respectant pas les codes habituels de ce qu'il faudrait faire pour percer, eh bien ça marche quand même, que ce soit au point de vue des stats ou au point de vue de la qualité de la vidéo tout simplement. J'attends avec une grande impatience sa prochaine vidéo sur Five Nights at Freddy's et sur l'impact culturel de cette série de jeux. Je sens que ça va être un immense banger, mais il ne l'a pas sorti cette année, donc ce sera pour le top 2026, peut-être, qui sait. Replay JDR, épisode 1, Pax Elfica de Ciné JDR. Encore une petite vidéo jeu de rôle, je vous assure, c'est la dernière, il me semble. À moins que... Donc Ciné JDR est une chaîne YouTube qui parle, comme son nom l'indique, parfois de cinéma, mais surtout de JDR. Et fait principalement de l'actual play. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'actual play, j'ai fait une vidéo dessus. Et des actual play immersifs dans lesquels, notamment, on coupe les jets de dés, on coupe les remarques hors roleplay et tout, pour l'approcher le plus possible d'un divertissement de type film. Bon, c'est pas ce que je préfère dans l'actual play, mais ça a le mérite d'être une proposition originale et intéressante. Et dans ce nouveau concept, Lucas, le tenancier de la chaîne Ciné JDR, nous propose de revenir sur toute une campagne qu'il a effectuée et propose un retour d'expérience sur comment est-ce qu'on pourrait jouer cette campagne à notre tour, ce qui permet de transformer une expérience solitaire qu'on pratique en petits groupes, comme le jeu de rôle, pour une expérience communautaire où on se partage des astuces, on se partage nos histoires et on se partage nos techniques. C'est aussi ça qu'on aime avec Internet, le partage. Sachant que j'ai aussi fait jouer cette année la campagne Pax Elfica, alors je ne l'ai pas terminée, mais qui est une excellente campagne, et je vous recommande donc cette chaîne, en plus de la chaîne du MJ Masqué, qui d'ailleurs je crois, ils sont potes, ils font des trucs ensemble, donc qui se ressemblent, ça semble en somme. Quel jeu mérite qu'on parle d'eux de Game Next Door, avec la participation de Grégoire Simpson, le vulgarisateur de sociologie. C'est encore une méta-auto-réflexion sur son propre travail. Cette fois-ci, ce n'est pas une autocritique généalogique comme j'ai pu le dire sur Paduring. C'est plutôt une réflexion sur qu'est-ce qui fait qu'on se concentre spécifiquement sur une toute petite partie de la culture, même quand on veut parler au sens large. Ici, le jeu vidéo. Chez Game Next Door, il ne parle pas par exemple des jeux de sport, des jeux free service, et ça revient sur le terrain de la légitimité de la culture, un terrain qui, vous le savez, m'est cher si vous connaissez mes vidéos, et parce qu'il y a eu une sorte de ce que j'appellerais la réactance du mal-aimé, c'est-à-dire que le jeu vidéo est une culture qui a longtemps été méprisée par les institutions, qui a longtemps été délaissée, et en réponse, certains amateurs de jeux vidéo ont peut-être voulu se montrer plus royaliste que le roi en se montrant plus réac que les réacs qui détruisaient leurs loisirs et en voulant montrer que oui, le jeu vidéo c'est sérieux parce qu'on a Dark Souls. Vous voyez où je veux en venir, j'espère. Et maintenant qu'on a passé ce cap, on peut aller plus loin et se demander si après tout, toutes les cultures ne se valent pas, et qu'est-ce qui fait un bon jeu, et tout ça, et des questions très intéressantes qu'on retrouve dans cette collaboration entre Game Next Door et Grégoire Simpson. Pourquoi les films d'horreur sont-ils si clichés de bolcheviques
coécrit avec Mylène de la chaîne Welcome to Primetime Beach. C'est pas facile à dire. C'est l'habituelle vidéo de bolchevique dans Top YouTube. Évidemment, c'est la base du contenu de gauche critique média sur Internet. Et je crois que je n'ai pas plus à ajouter. Hein. C'est une réflexion sur les clichés et qu'est-ce qui fait que des motifs se retrouvent répétés dans les histoires que l'on se raconte. Ici, à travers l'exemple du slasher movie. PPDA, c'est Keith Guignol, pilote de Mr. Fox. Mr. Fox est le genre de créateur que je suis parce que j'aime bien, entre guillemets, sa personnalité publique. En somme, j'aime bien le gars, j'aime bien ce qu'il dégage, même si je ne le connais pas personnellement, et je trouve sympa de suivre ses vlogs et tout. Le problème, c'est qu'il parle beaucoup de doublage et que moi, le doublage, ça m'intéresse pas tellement. Pas au point d'en regarder énormément de vidéos dessus en tout cas. Mais là pour le coup, Mr. Fox c'est son année. Il a sorti Banger sur Bangers. J'ai beaucoup aimé sa vidéo sur la VF du garçon et le héron. J'ai beaucoup aimé son top YouTube évidemment vu que je reprends le concept. Mais j'ai également, comme beaucoup, adoré ce pilote d'une émission au concept assez fou en fait, qui est de faire le portrait d'une personnalité publique à travers sa représentation dans les Guignols de l'info. Et ici, il s'attaque à Patrick Poivre d'Arvor, le journaliste, qui a inspiré PPD, le présentateur des Guignols. C'est un concept incroyable, faut le dire. Et c'est avec énormément de passion pour les Guignols et de recherche pour ces sujets que Mr. Fox parvient à créer vraiment un documentaire /essai/portrait assez fou. J'espère qu'il y en aura d'autres et j'espère que ça fait bien chier Bolloré. Potentiel gâché de Riyad Bakash. Je me mets beaucoup de pression. Car je sais de quoi je suis capable. C'est fou, c'est la 3e vidéo qui est sortie le 1er juillet, qui est donc le jour du banger cette année. Riyad, c'est un mec qui a longtemps été là sur YouTube, sans vraiment qu'on le remarque. Il fait des shorts et des lives, il apparaît dans les vidéos de Théo Babac, et pour l'anecdote, c'est lui qui sous-titrait les vidéos de Smosh en français. Donc ça ne nous rajeunit pas. Et ici, il revient avec ce qui est vraiment un essai vidéo, à la fois dans le sens artistique que transporte le mot essai, mais aussi dans le sens essayer du mot essai. Il essaye des trucs, il essaye de faire cette introspection dont on sent qu'il a réécrit et réécrit en boucle pour nous proposer cette vidéo dont on voit les coutures et les cicatrices. Et c'est aussi ça, la création. Si on pouvait craindre au premier abord un côté développement personnel, en fait, ça parle aussi de ça, ça réfléchit sur ça. C'est une vidéo plus intelligente qu'il n'y paraît, et également assez émouvante. La création, c'est aussi parler de soi, dans tous les cas. Et si on peut considérer que c'est un geste orgueilleux, que c'est une vidéo avec trop de surcouches formelles, trop d'effets, eh bien, quand bien même, ces défauts font partie de ce pourquoi j'aime cette vidéo. L'école nous traumatise pour rien de ZA. ZA est une chaîne YouTube que je ne connaissais pas, que j'ai découvert cette année. D'ailleurs, je crois qu'elle a commencé cette année, mais qu'elle a sorti énormément de vidéos. Elle est tenue par une personne que je ne connais pas, qui a une barbe soyeuse. Et au début, c'était un peu compliqué pour moi de définir de quoi parlait la chaîne. Elle se revendique de la psychologie critique, et globalement d'une critique des institutions qui produisent de la violence. C'est une autre forme de militantisme de gauche, différent de la traditionnelle lutte des classes, mais qui est tout aussi entendable. Dans cette vidéo, ZA s'attaque à l'école, et à ce qui ne va pas dans l'école. Et je trouve que, contrairement à une autre vidéo que j'aurais pu mettre dans le top, la vidéo du diable positif, ici, ce n'est pas juste un billet de confirmation, c'est pas juste taper sur l'école et ça fait du bien parce qu'on n'aime pas l'école et qu'on a passé un mauvais moment en son sein. Je ne dis pas que les autres vidéos comme celle du Diable Positif ne sont pas sourcées ni réfléchies, mais là ça va plus loin, ça propose des nouvelles réflexions sur pourquoi l'école crée de la violence alors qu'elle se revendique comme émancipatrice. Je vous recommande la chaîne YouTube de ZA. Il y a plein de sujets variés, mais en même temps c'est cohérent et ça ouvre l'esprit à des choses dont je n'ai jamais été formé. C'est important que, contrairement à l'école, on propose une vraie éducation populaire, un contre-discours à l'éducation de masse. Ma romance très dark avec Régis de Antoine Goya. Encore une personnalité controversée, surtout que maintenant il s'est lancé sur TikTok et que c'est TikTok...
je refuse d'élaborer. Mais ici, Antoine sort une vidéo qui revient sur sa découverte du genre dark romance, un genre littéraire extrêmement populaire, mais aussi extrêmement critiqué. Et par miracle, Antoine ne tombe pas dans des écueils professoraux moralisants, et comme il peut le faire parfois, ou du moins comme il peut donner l'impression sur TikTok. Il n'est pas ni sur une ligne la dark romance est trop bien, ni sur une ligne il faut absolument que les ados arrêtent de lire ça parce que c'est dangereux, un discours qu'on entend dans les médias traditionnels j'entends, et porté par des gens au mieux réac. Et une fois de plus, il en sort une vidéo à la fois instructive, intéressante et drôle, parce que quand même, il faut le dire, les vidéos d'Antoine Goya sont drôles. T'as un garçon, tu vas jouer à GTA, tu vas taper des prostituées, tu vas aller les massacrer, ça pose pas de problème, tout va bien. Ah bah non, voilà, quand même c'est réactionnaire de dire que le jeu vidéo rend violent et tout. Voilà, je peux jouer à Fallout 2 et réduire des populations en esclavage, ou bien Stellaris, là y a pas de souci, tout va bien. Mais bon, quand même, une jeune fille qui, pendant un après-midi, va se mettre à rêver de sortir avec un beau brin ténébreux, avec des tatouages et une cicatrice, et qui est super beau, super fort, et qui en plus, comme ça, s'intéresse à elle, parce qu'en fait, il sent qu'en fait, il est nerveux, mais elle le calme, et ça lui procure quelque chose. Bon, bah voilà, ça, mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. 5 mangas de romance trop mimi de lapin. Alors là, je suis un peu embêté parce que je vais avoir l'impression de me répéter, mais oui, c'est, une fois de plus, une vidéo qui parle d'un sujet qui passionne celle qui en parlent et ceux qui regardent. Lapin nous parle de mangas modernes qui sont des shonen, donc à destination des jeunes garçons, mais qui pourtant parlent de romance. Il me semble que ce ne sont que des shonen, pour le coup, dans cette vidéo. Un peu comme la précédente, démonte les clichés sur ce genre méprisé qu'est la romance. Bon, là, c'est pas de la dark romance, c'est de la romance entre guillemets classique, mais prouve que c'est pour tout le monde et a un côté plus positif que celle d'Antoine Goya. Donc ça fait un peu un diptyque, je suis bien content qu'elle soit sortie il n'y a pas longtemps d'intervalle. Aussi éloigné que soient ses créateurs, je trouve que le propos se rejoint. Joueur du grenier hors série G.I. Joe sur la chaîne Joueur du grenier. J'ai encore changé d'endroit, ne m'en tenez pas rigueur, normalement c'est la dernière fois. Je vais essayer de faire bref pour éviter les redites avec ma vidéo de l'an passé. JLG existe toujours, c'est devenu une anomalie alors qu'il était la norme, et c'est complètement fou. C'est bourré de bonnes idées, c'est très drôle, et c'est osé de faire des trucs comme ça, de continuer à résister aux tendances et à faire ce qui leur plaît. Et comme chaque année, c'est une des meilleures chaînes purement divertissement dans le paysage français. Et ça a failli être dans le top 10, mais je l'ai pas mis pour éviter qu'il le soit chaque année en fait. Je sais même pas de quel épisode vous parlez, sérieux. Est-ce que je vous parle de celui avec les extraterrestres qui attaquent la Terre, mais que en fait c'est pas des vrais extraterrestres mais des Arabes? Restez tranquille. L'empire du divertissement s'effondre en silence d'Adam Bros. Adam Bros est un vidéaste qui existe depuis très longtemps sur YouTube. Je crois qu'il avait 15 ans quand il a commencé. Et qui aujourd'hui, ce qu'il fait, sont des petites vidéos qui décryptent l'industrie vraiment culturelle et ce qu'on pourrait appeler les tendances, les trending topics comme on dit. Dans des vidéos qui a priori ne payent pas de mine mais apportent toujours un point de vue intéressant et sourcé sur comment on reçoit les œuvres culturelles. Ici, c'est plutôt un édito dans lequel Adam décrypte pourquoi on a l'impression que... Enfin, pourquoi certaines personnes ont l'impression que l'industrie de la culture s'effondre. C'est la décadence, hein. Et c'est sans discussion de comptoir et surtout sans accusation de wokisme. Au contraire, ça révèle vraiment ce qui ne va pas, ce pourquoi l'industrie capitaliste ne marche plus. Des menaces bien plus concrètes qui existent, en fait, je crois qu'ils commencent à l'Empire romain et à comment pour éviter de montrer qu'il déclinait, il faisait des monuments toujours plus gros, toujours plus forts. Et il a décliné quand même. Mythologix, épisode 14, Vermis, les mondes de Plastibou d'Alt236. Alt236 est une chaîne YouTube qui déchaîne les passions. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un ancien étudiant des Beaux-Arts et artiste musical qui parle d'œuvres d'art qui sont bizarres, hein, c'est ce qu'on peut dire, et qui vont à fond dans l'imaginaire plutôt que dans le réalisme. Le tout avec une voix suave, avec pas d'humour, avec de la musique éthérée. Ça a surpris agréablement, tellement c'était différent quand c'est sorti. Et donc il y a eu énormément de hype à ses débuts. Ça force à quel point c'était à part, et du coup sont fatalement venus des critiques qui sont arrivées après pour dire qu'au final c'était pas si bien. C'est un cycle inévitable. Pour ma part, c'est vrai que j'adorais au début, mais qu'au fur et à mesure, ça a commencé à me lasser. J'ai trouvé que ça tournait un peu en rond, et que ces dernières vidéos, ces dernières années, se limitaient beaucoup à
à du catalogue en fait. Faire des listes d'œuvres qui rentrent dans un sujet, dans des vidéos qui peuvent durer plus de 2 heures, voire 3. Cette année, il est revenu à son format Mythologics, un format centré sur une seule œuvre et qui parle un peu du lore de cette œuvre et de tout ce qui fait sa spécificité. Et il s'est attaqué à Vermis, le fameux guide de jeux vidéo qui n'a jamais existé, qui a fait pas mal de buzz sur internet. En se concentrant sur une seule œuvre, en faisant quelque chose de plus resserré, bien que, évidemment, la vidéo fasse plus de 2h30, c'est une des vidéos les plus longues de la sélection, je trouve que Quentin de la chaîne Alt 236 arrive à renouer avec ses anciens succès, en parlant de quelque chose de nouveau, mais toujours de la même manière. Et c'est ça qu'on aime. Superstar de film d'action à 75 ans de Cinescope. Cinescope est une de ces nombreuses chaînes à parler de cinéma. Mais il en parle un peu différemment dans des vidéos montées, c'est-à-dire pas des critiques à chaud de films qui viennent de sortir et faire 4 vidéos sur le même film pour faire le buzz, comme on en voit trop souvent. Et il fait le parfait pont entre parler des œuvres d'un point de vue artistique et d'un point de vue industriel, d'un point de vue critique externe. Je trouve qu'il cumule suffisamment d'érudition et de passion pour, entre guillemets, mériter sa place, même s'il le mérite, on s'en fout, il n'y a pas de légitimité, tout le monde peut créer sur YouTube. Il y a un vrai amour du cinéma dont il parle, et il parle beaucoup des cinémas indiens, qui est quelque chose qu'on voit pas souvent, alors que c'est quand même la première industrie cinématographique au monde, si on cumule en fait toutes les industries régionales indiennes. Et il n'y a pas de guerre d'ego comme on pouvait le voir sur le Twitter cinéma, qui existe malheureusement encore, il y a encore des gens sur Twitter, les gens de la 7ème illusion, je crois en vous, un jour vous arriverez à décrocher. Et oui, je l'ai pas dit dans cette vidéo, la star d'action de 75 ans dont il parle, c'est Rajinikanth, donc un acteur indien, je ne sais plus de quelle langue, tamoul je crois, je ne suis pas sûr, qui est effectivement une des plus grosses stars d'action du monde. Je vais pas lui faire l'affront de le comparer à Tom Cruise, comme on le fait trop souvent. On compare souvent Tom Cruise aux acteurs indiens, mais c'est pas vrai, Tom Cruise est une pâle copie de Shah Rukh Khan. Si ça vous intéresse de vous ouvrir à d'autres types de cinéma et à d'autres pays au-delà des clichés, je vous recommande la chaîne de Cinescope et aussi le podcast Discordia auquel il participe souvent. Mimic, le cauchemar de Guillermo del Toro du ciné-club de Monsieur Bobine. Monsieur Bobine est une chaîne qui parle de cinéma avec une mascotte animée en forme de bobine de film. C'était à la base une petite capsule de télévision régionale, il me semble. Je crois que c'était diffusé à Nantes. Et ils sont passés de ces petites capsules de 3 minutes pour quand il y a un trou dans les programmes à grosses vidéos analyses de 40 minutes sur les films qu'ils aiment. Et il y a un reproche qu'on leur fait souvent que j'aurais du mal à mettre en mots, mais qui est de parler de l'extérieur du cinéma et de faire des chroniques externes. Personnellement, je pense que c'est une manière tout aussi correcte de parler de cinéma que de parler des messages que l'auteur a voulu induire dedans et de faire des théories sur les films. Parfois, c'est même carrément mieux fait. Parce que dans cette vidéo, le Ciné Club nous fait la chronique de la création de Mimic, un film officiellement réalisé par Guillermo del Toro, mais saboté par un contexte de production assez infâme, notamment par les tristement célèbres frères Weinstein. Et ça nous raconte comment Guillermo del Toro s'est vu échapper son film avant de devenir l'auteur que l'on connaît aujourd'hui, le réalisateur de Frankenstein, de Pinocchio, du Labyrinthe de Pan. Et c'est assez important ce genre de chronique pour démystifier le côté démiurge de l'auteur, le mec qui sait dès le début ce qu'il va faire, qui arrive avec son gros cerveau d'artiste, et à qui on laisse le champ libre, et il fait ce qu'il veut, et ça donne un chef-d'œuvre, et au passage, il y a 2-3 personnes qui sont traumatisées sur le travail, mais bon, ça c'est secondaire. C'est une vision qu'on trouve assez fréquemment dans la critique cinéma, que je trouve assez néfaste, et ce genre de récit nous permet de comprendre que le cinéma, c'est aussi une industrie, c'est aussi des gens qui essayent des trucs, et parfois ça marche. Brother, I am troubled. The Burial Goods. Burial Goods est une des chaînes YouTube les plus étonnantes que je n'ai vu émerger ces dernières années. C'est du shitpost, mais c'est aussi un projet artistique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il se sert de mèmes comme moyen d'expression pour parler de on sait pas trop quoi, pour parler de ses angoisses. Ça parle beaucoup de la divinité, du rapport au réel. Et cette vidéo est la dernière d'une série de 7 vidéos qu'on peut appeler le brother posting, qui, selon les théories, parlerait des péchés capitaux, à partir de mèmes où 2 animaux, ou 2 humains, qui sont frères, se parlent dans une discussion philosophique à base de vieil anglais compliqué. C'est aussi drôle que, quand on y réfléchit, ça soulève des questionnements philosophiques assez fous. Ici, est-ce qu'on accepte le mensonge
ou est-ce qu'on se bat quitte à tout perdre? Je vous encourage, si vous parlez l'anglais, à découvrir la chaîne de Burial Goods. Je vous recommande notamment sa vidéo « La folle quête de Kermit pour tuer Dieu », qui est une des plus folles. Here's your steps to heaven. Most steps of your sins go over. All 1,048,576 of them. You think yours is long? Wait till you've seen mine. Le plus sulfureux des philosophes de Monsieur Phi. C'est la dernière vidéo du format Philosopher View, qui est une parodie de la chaîne d'interview Thinkerview, dans lequel Monsieur Phi interviewe des philosophes morts qui sont joués par d'autres vidéastes. Ici, il interviewe Épicure, qui est joué par l'acteur qui joue le joueur du grenier, Frédéric Molas. Je précise son nom car c'est important de créditer les gens. Dans ce format, Thibaut, Monsieur Phi, revient à ce qu'il faisait à ses tout débuts, c'est-à-dire de la vulgarisation d'histoire de la philosophie. Mais il le fait différemment de la mode des youtubeurs vulgarisateurs de la deuxième moitié des années 2010, qui étaient des petites chroniques où on raconte des anecdotes. Ici, il va en détail, la vidéo dure 50 minutes, et il nous raconte véritablement tout ce qu'on peut savoir pour s'introduire à la pensée d'Épicure, le philosophe grec, romain. C'est Épicure qui est grec et Épictète qui est romain, c'est ça le piège. C'est une bonne manière de démonter les clichés sur un philosophe qu'on caricature souvent, et ce n'est pas pour autant une vocation de remplacer les textes. Je vous recommande évidemment toute la série des Philosopher View et aussi toute la chaîne de Monsieur Phi qui s'éloigne de la vulgarisation et de l'histoire de la philosophie pour proposer des choses plutôt des problèmes contemporains. Mais comme j'avais déjà parlé de ces nombreuses vidéos sur l'IA l'année dernière, je voulais aussi parler de cette série. C'est encore les stoïciens qui racontent des conneries sur moi, là, c'est ça? Ah, mais ils prennent de la drogue, les épicuriens, ou quoi? Kant ne connaissait pas Floral Gutter de Oxy. C'est sûrement la vidéo la moins connue de la sélection. Oxy, tenu par un anonyme, qui s'y connaît visiblement beaucoup en jeux vidéo, mais au sens large. Lui, il connaît la scène jeux vidéo expérimentale artistique, dans ses nombreuses facettes les plus obscures. Et dans cette vidéo, bien qu'il y a quelques problèmes techniques, le son n'est pas... Qui suis-je pour dire ça? Oxy s'insère dans le sempiternel débat autour de la légitimité artistique du médium jeu vidéo, dans un débat qui réunissait déjà des gros youtubeurs que sont Antoine Goya, Angélusque et Teddyboy RSA. Angélusque qui n'est pas vraiment youtubeur, donc j'y pense, elle est plutôt sur TikTok, mais bon, là elle était sur YouTube. C'est sûrement avec lui que je suis le plus d'accord pour ce que ça vaut, mais c'est bien d'avoir l'avis contraire de quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Parce que jusque-là, celui qui défendait la position que le jeu vidéo était un art, c'était Teddyboy RSA, et j'ai pas envie d'être d'accord avec Teddyboy RSA. Parce que moi, je pense que le jeu vidéo est un art, mais je pense aussi que cette position est souvent mal défendue par des gens, par des arguments qui sont facilement démontables. Comme, oui, le jeu vidéo c'est un art parce qu'il y a d'autres arts dedans, ça a suffisamment été débunké comme ça. Remarque, je pense que dans l'autre camp, il y a aussi des arguments un peu fallacieux, du style Hegel a dit que l'art ne pouvait pas être interactif, donc c'est officiel. Et comme le rappelle Oxy dans le titre de sa vidéo, Hegel, comme Kant, ne connaissait pas le jeu vidéo. Et les pensées peuvent évoluer. Vos vidéastes préférés sont-ils trop ou trop peu engagés sur la chaîne Linguisticae? On m'a reproché d'être parfois trop politique, de parler trop de politique. On l'a reproché aussi à Monté, de la chaîne Linguisticae. J'ai longtemps voulu répondre à ces accusations, mais en vrai, Monté l'a fait à ma place, dans une vidéo d'1h40, avec d'autres grands noms du streaming, notamment. Je crois qu'il y a Mister MV, Mama Paprika, Ultia, Ponce, et sûrement quelqu'un d'autre que j'oublie. Nota Bene, évidemment. Il rappelle en détail que parler sur Internet, c'est déjà s'exprimer dans un contexte politique, car, le saviez-vous, on vit dans une société, et la société, c'est politique, et qu'on est tous politiques, qu'on l'aborde frontalement ou non. Monté et ses invités arrivent à aborder la quasi-exhaustivité des problématiques du sujet, et ça, c'est fort. Et à rappeler les bases, ça ne sert à rien de râler parce qu'il y a de la politique dans les vidéos YouTube. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Surtout que les gens qui râlent parce qu'il y a trop de politique sont souvent les gens qui râlent parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que tu dis en fait. Kenshi est un jeu vidéo parfaitement normal de combo. Alors j'ai craqué,
j'ai mis une vidéo storytelling jeux vidéo. C'est un genre qui existe depuis quelques années, qui est globalement été lancé en France par The Great Review, qui sont ces gens qui racontent l'histoire d'un jeu ou leur expérience sur un jeu. Ici, Combo raconte son expérience du jeu Kenshi en mode ultra difficile, et c'est vrai que c'est plaisant à suivre, même si je n'aime pas spécialement ce format, que je trouve que c'est des essais vidéo qui s'assument pas et qui font tous un peu les mêmes formes, standardisés dans le but de se démarquer, alors que pourtant ils font tous la même chose. Mais j'avoue c'est divertissant, c'est parvenu à me tenir durant toute la vidéo, et ça m'a donné envie de découvrir le jeu, donc au final je pense que c'est réussi. D'Explorer, Twin Peaks, de Dex et le cinéma. Bon, en l'occurrence il s'agit plus d'un podcast audio qu'une vidéo, mais ça a été diffusé sur YouTube et ça me donne l'occasion de parler de cette émission, donc let's go. Dex et le cinéma n'est pas la meilleure chaîne YouTube cinéma du paysage francophone, je ne pense pas, mais c'est peut-être la meilleure chaîne purement critique de cinéma, dans le sens analyser les œuvres, parler de ce qu'on a ressenti devant une œuvre cinématographique. Je pense que D'Explorer est une des meilleures émissions en français là-dessus. Et certains ne s'y sont pas trompés, puisque avec cette petite chaîne de moins de 10 000 abonnés, Clément, de la chaîne Dex et le cinéma, est quand même parvenu à se faire une place sur Le Cercle, à l'époque où Le Cercle passait en quotidienne, parce que bon, Canal+ essaye de liquider cette précieuse émission. Et il y a une véritable sincérité dans la manière dont il aborde les œuvres. Ici, il parle de Twin Peaks, encore une fois, la série de David Lynch et Mark Frost, mais surtout de David Lynch, et il offre un regard original. Et je vous jure, je vais regarder la saison 3, j'ai prévu de le faire cette année. Mais il faut d'abord que je regarde le film. Le bestiaire du MJ, épisode 50, comprendre les orques et leur évolution dans la fantasy, de la bibliothèque d'Alvin. Je vous rassure, ce n'est pas à proprement parler une vidéo jeu de rôle. Il y a mon chien qui fait du bruit. C'est plus... Mais arrête! C'est plus une analyse d'un trope de l'imaginaire, comme j'ai pu le faire dans Chronique Tropique, cette émission qui a bidé en un seul épisode, mais je ne désespère pas, je vais peut-être en faire d'autres. Ici, il s'intéresse à la figure ô combien complexe de l'espèce, de l'ethnie des orques. Une race fictive inventée par Tolkien dans Le Hobbit puis dans Le Seigneur des Anneaux, qui sert de méchant à la base. Alvin revient sur l'évolution de cette figure qui a été reprise dans énormément d'œuvres de fantasy, que ce soit Warcraft, que ce soit Warhammer, que ce soit d'autres trucs que là j'ai pas en tête. Et évidemment, il aborde des problèmes... trop politique, sûrement, sur la vision de l'essentialisation morale des orques. C'est terrible, Donjons & Dragons et Wookiees, ils ont mis que les orques pouvaient être gentils. C'est terrible, j'ai pleuré. J'ai passé 2 ans sans papier de Maskey, ou Birdalif, je crois qu'il va renommer sa chaîne, enfin c'est ce qu'il dit dans cette vidéo. Cette vidéo a fait beaucoup de bruit, vous l'avez probablement déjà vu. Ça raconte le parcours de Maskey, ce youtubeur qui parle de rap, ce youtubeur mauritanien installé en France, pour obtenir sa nationalité française et ses papiers. Et le parcours du combattant que ça a été pendant 2 ans pour lui. La création sur internet permet d'entendre des voix que normalement on n'entend pas. Quand on entend parler des sans-papiers, c'est souvent par des gens qui n'ont aucune idée de la réalité de ce que c'est d'être sans-papiers et qui s'expriment depuis leur plateau de télé en costard. Et puis c'est pas Gilles William Goldnadel qui viendrait nous parler de l'évolution de Booba. Paf! Checkmate les droitards. Cette vidéo n'est pas larmoyante, elle est bourrée d'humour, mais en même temps, elle est prise avec sérieux, et Maskey permet de faire découvrir ce problème de société d'un autre angle, et de créer de l'empathie, et ça c'est super important. Rétro-découverte, l'ignoble Rayman 2 de Edouard. Pendant longtemps, je ne me suis pas intéressé à l'émission Rétro-découverte. Cette émission d'Edouard qui a commencé sur jeuxvideo.com et qui continue en indépendant, qui est des chroniques fiction en quelque sorte, dans lequel Edouard et ses amis racontent comment ils ont découvert un jeu rétro, d'où le nom Rétro-découverte. J'ai commencé à regarder cette année et j'ai été à peu près comme tout le monde agréablement surpris. Et ce qui m'a fasciné, c'est à quel point ce n'était pas un retour en arrière, ce n'était pas une envie de retourner à ce que j'appelle l'âge d'or, c'était une évolution alternative, comme si YouTube avait grandi différemment. C'est une émission uchronique, avec cette partie fiction, mais en même temps cette sincérité autour de comment on découvre un jeu et quelle est l'expérience concrète de découvrir un jeu. Ici, Rayman 2 The Great Escape, et je crois que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais j'adore Rayman. Même si là, il joue à la version PlayStation avec le doublage insupportable, Rayman, c'est quand même cool. Et j'avais aussi peur de ne pas comprendre la partie fiction, parce qu'il y aura une sérialisation
Apparemment, non, pas tellement. On peut commencer par n'importe lequel, tant que c'est un jeu qu'on connaît. Même si j'ai cru comprendre qu'il y avait des séries, notamment sur les épisodes sur Zelda. Donc voilà, j'ajoute ma voix à celle de tous les autres. Finalement, rétro-découverte, c'est bien. La gauche YouTube de H. Je vais le dire tout de suite avant de commencer, le côté drama ne m'intéresse pas. Je me fiche de qui fait mieux que l'autre pour la lutte, je me fiche de qui n'est pas vraiment un vrai gauchiste, un vrai ouvrier, un vrai prolo. Mais je reconnais dans la démarche de cette vidéo, au-delà d'une esthétique assez folle, une volonté d'autocritique qui est importante pour nous faire avancer. Cette critique est constructive et nécessaire, et on n'est pas obligé de tout prendre ou de rejoindre une team. Il faut savoir qu'on peut s'abonner à des chaînes YouTube sans être 100% d'accord avec tout ce que dit le tenancier de cette chaîne. Ce qui nous permet d'être abonnés à des gens différents en avis, voire qui peuvent pas se blairer les uns les autres. Ce n'est pas grave. Et je vous recommande donc de vous lancer, même si au début c'est un peu désagréable. Au fur et à mesure on comprend où H veut aller, et ça nous permet probablement d'avancer en retirant ce qu'on veut. Silksong on the Biblical Apocalypse de Jacob Geller. Bon, pour l'anecdote, c'est ma vidéo préférée de l'année. Alors qu'avant que je la voie, ma vidéo préférée de l'année était une autre vidéo de Jacob Geller, celle sur les procès de Nuremberg. C'est un essai vidéo sur pourquoi on est attiré par la fin du monde, l'apocalypse dans le sens chrétien de ce terme. Qu'est-ce que c'est l'apocalypse dans le christianisme? Qu'est-ce que c'est la fin du monde? Et quel lien il y a avec Hollow Knight Silksong, ce jeu vidéo sorti cette année, qui me fait de l'œil, hein, pour le coup. Grâce à cette vidéo, je pense que je vais y jouer pas trop tard. Il y a un avertissement d'introduction qui annonce la couleur, je vous le mets parce que c'est vraiment drôle. Et évidemment, j'aime le fait qu'il mélange les cultures sans aucune hiérarchisation, le jeu vidéo et ce texte classique biblique. Jacob Geller est une énorme influence pour moi, je trouve ça fou ce qu'il arrive à faire, et je trouve ça fou qu'il arrive à sortir une vidéo tous les 2 mois au minimum. This video will have spoilers, both for Hollow Knight Silksong and for the Old and New Testaments. Anatomie complète du premier Sonic de Pierre Re, je sais pas comment ça se prononce. Pierre qui a annoncé d'ailleurs qu'il arrêtait sa chaîne YouTube, enfin que sa chaîne principale devenait sa chaîne secondaire et qu'il en créait une autre, alors que sa première chaîne existait depuis 10 ans mais n'a jamais réussi vraiment à percer. Moi je l'ai découvert cette année, alors que comme je l'ai dit, ça fait 10 ans qu'il existe. Et il arrive avec sincérité, j'ai beaucoup dit le mot sincérité dans cette vidéo, mais bon c'est la base de la vidéo YouTube, à trouver un nouvel éclairage, une nouvelle manière d'aborder un sujet que l'on croyait surexploité, le game design du premier jeu Sonic the Hedgehog. Il parle en gros de la construction globale du jeu, dans son level design et son game design, comme dans sa structure en fait, comme si c'était la structure d'une histoire, une façon originale et pertinente d'aborder un game design global d'un jeu. Call of Duty est plus qu'une œuvre d'art, c'est un jeu vidéo de arcade. Comme souvent chez Arcade, on parle d'un sujet qui semble facile à traiter, assez basique, pour partir sur des terrains tout à fait inexplorés, en profondeur, avec beaucoup de réflexion et d'humour. Et je voulais parler du fait qu'Arcade a sorti un document dans lequel il dit qu'il n'est pas satisfait de son année créative, qui résume où il en est, il traverse une crise artistique en quelque sorte. Il y tient des propos avec lesquels je suis parfois en désaccord. Je ne pense pas qu'il y ait un problème avec l'essai vidéo. Je ne pense pas en fait que l'essai vidéo soit mort. Et je pense que dire qu'il y a un problème avec le genre essai vidéo, c'est un peu comme dire il y a un problème avec le cinéma. C'est un peu comme être alarmiste et dire le cinéma est mort. Ça prouve quand même qu'il réfléchit beaucoup à ce qu'il propose, parfois même trop. Il dit qu'il déteste cette vidéo sur Call of Duty. Moi je trouve que c'est une des meilleures vidéos francophones de l'année. Je trouve qu'Arcade est un artiste exceptionnel. Hein. J'ai déjà dit beaucoup de bien de sa vidéo sur Undertale, qui est peut-être un des meilleurs essais vidéo, enfin mon essai vidéo préféré, peut-être, pour l'instant. Et en plus de ça, il arrive à être très drôle en expliquant des choses plutôt complexes. J'espère que vous lanciez pas cette vidéo en vous disant « Ah là là, j'espère qu'Arcade va juste dire que le mode zombie c'est bien pendant 40 minutes et certainement pas m'exposer aux théories philosophiques de Gilbert Simondon sur la technique et la culture en utilisant une œuvre légitime comme fil rouge. » J'ai même pas joué au mode zombie. Les chroniques de Mea, la jeunesse d'Astérix de Mea. C'est ouf de savoir autant de choses sur un sujet. Même moi qui ai fait une vidéo sur Astérix, bon peut-être que j'ai pas fait beaucoup de recherches pour cette vidéo et que je parle d'autre chose en fait que d'Astérix, mais j'étais loin de savoir autant de choses. Mea dans cette vidéo raconte, c'est un peu du storytelling comme on dirait maintenant, même si elle fait des vidéos depuis bien avant que ce soit à la mode, raconte comment Astérix a été créé par Goscinny et Uderzo et le magazine Pilote dans les années 50. Qu'est-ce qui a mené à la création d'Astérix ? En évitant habilement les poncifs, les idées reçues,
et en faisant une chronique vraiment plaisante à suivre, et je recommande, même si bon, on va pas se mentir, vous êtes tous abonnés à Mea. Hein? Je vous vois. Surtout toi, Mathéo! J'ai dit un prénom au hasard, je précise. Cet animé va vous faire déprimer du Tropper. Vous allez mourir un jour. Mais c'est super ça! J'aime beaucoup ce que fait le Tropper, qui est en pleine, lui aussi, crise créative et je crois plutôt matérielle. Bastien, si tu me vois, tu fais du super boulot, continue. Mais je comprends qu'on puisse être déprimé par, quand on est artiste, par l'avancée de l'IA et le manque de considération qu'on reçoit. Donc, sache que je te considère. Ici, c'est une chronique efficace et émouvante sur un animé qui me fait bien envie, Freerun, j'ai jamais su comment ça se prononçait. Freerun, ya! Et je parle aussi vite fait de ses reviews en détail. Le mec sait comment fonctionne une histoire, et le mec sait remarquer ce qui ne va pas à cause du fanservice, notamment dans sa longue vidéo sur la série Avatar, le remake en live action, qui a l'air nul à chier, mais comptez pas sur moi pour regarder un remake live action fanservice. Quel BD lire en 2025 à part Astérix du Fils de Bulle? Les créateurs web ont quand même souvent un rôle de curateur culturel assez important. C'est pas pour rien qu'on les appelle les influenceurs. C'est eux qui recommandent quel livre lire, quel film aller voir. C'est des gens très écoutés parfois. Et je pense à Al236, quand il parle d'un truc pas connu, ça arrive qu'il y ait tout d'un coup une rupture de stock du produit. Comme quand il a parlé de Requiem, et je crois qu'il a fait pas mal de pubs pour Vermis aussi, qui est sorti en VF cette année. Le Fils de Bulle est quasiment mon seul curateur en bande dessinée. C'est-à-dire que je connais la bande dessinée par ce qu'il parle, il est donc quelqu'un d'important culturellement, pour moi. Et à plus de 20 000 abonnés, c'est ouf de parler d'œuvres que personne connaît quasiment, plutôt que de se reposer sur la facilité et de taper sur les derniers Astérix justement. Donc merci Fils de Bulle de parler de ses œuvres et de me faire découvrir des œuvres dont je n'aurais sans doute jamais entendu parler sans ça. Les interludes d'Alice, Camelot n'étaient pas bien, de Scienti Vidéo, crépuscule des idoles de jeunesse. J'ai donc découvert cette chaîne, Scienti Vidéo, tenue par Alice, qui propose des chroniques fiction. J'aime pas spécialement ça, mais ça va, ça se prend pas trop au sérieux. Enfin, la partie fiction se prend pas au sérieux, je veux dire. Parce que la partie chronique, c'est du solide. Elle s'attaque donc à Camelot, et les remises en question, c'est important. Parce qu'on a longtemps cru acquis que Camelot c'était génial. Bon déjà, il y a la sortie des films, hein. Moi j'ai vu Camelot premier volet au cinéma, et j'ai déchanté comme jamais. Et dans tous les cas, même si je ne suis pas 100% d'accord avec tout ce qu'Alice dit sur la série, eh ben, c'est important d'avoir un contre-discours. Donc oui, même si je n'ai pas compris la trame de la partie fiction, j'ai été tenu par cette manière originale d'aborder cette série, même si je pense qu'il y a quand même des bons trucs dans Camelot, hein. Je veux dire, ça a fait découvrir Lionel Astier, c'est quand même ça de prix. The second story thinks fanfiction win more than watching. She's wrong. De Anthony Gramuglia. Je pense que je l'ai très mal dit, je vais le dire en français. La chaîne The Second Story pense que les fanfictions ont détruit l'écriture moderne. Elle a tort. Anthony Gramuglia est quelqu'un de très régulier qui propose un essai vidéo toutes les 2 semaines, au minimum. C'est un peu le tout venant de l'essai vidéo anglophone, mais c'est quand même bien. Genre vraiment, je trouve ça ouf à quel point il arrive à sortir des vidéos de plus d'une demi-heure, très régulièrement, sur des sujets variés, même si c'est toujours la pop culture et sous un prisme anti-bigoterie. Et c'est le cas de cette vidéo qui s'attaque à quelqu'un qui parle de fanfiction et d'à quel point c'est la décadence de la civilisation occidentale, tout ça, je sais pas quoi. Bref, le discours réac fréquent sur la pop culture. Et Anthony Gramuglia montre à quel point ces discours sont déjà faux et sont parfois un peu dangereux. Une vidéo exhaustive qui est la plus longue de la sélection. Et oui, parfois les essais vidéo c'est un peu du drama, mais je pense que c'est important d'avoir des droits de réponse et de ne pas tenir pour acquis ce qu'on nous dit à travers une caméra. Si vous voulez répondre à mes vidéos, allez-y, je serai ravi, mais ne m'insultez pas mes morts, s'il vous plaît. Kant expliqué simplement de Vincent K. Joly. J'ai découvert la chaîne de Vincent Joly cette année, je crois. Il faisait des vidéos il y a longtemps et il a repris pour faire des espèces de petites chroniques culturelles dans lesquelles il parle de ses découvertes en art et en philosophie. C'est une bonne manière pour moi de faire de la vulgarisation qui assume sa subjectivité. Ici, quand il n'aime pas quelqu'un, il reconnaît quand même son importance, si importance il y a évidemment. Et cette vidéo offre une introduction à la philosophie ô combien compliquée de Kant, et nous explique un peu les bases pour qu'on ait l'air un peu pas trop con en soirée quand on nous en parle. Bon, on vous parle pas de Kant dans vos soirées, dans vos dîners mondains, vous? Le tout sans asséner de vérité ni être ennuyeux, et avec du motion design, ma foi, fort plaisant.
Et enfin, Le Coin du Bis, épisode 14, Hundreds of Beavers. Le Coin du Bis, on parlait d'érudition. Le Coin du Bis, je pense que c'est une chaîne la plus érudite dans son domaine, le cinéma bis, et le cinéma de genre, bien que je déteste cette expression. Mathieu, de la chaîne Le Coin du Bis, nous parle du film Hundreds of Beavers, et aussi de la généalogie du genre slapstick, ce genre de cinéma burlesque où on rit parce que des gens se prennent des coups, et il nous parle de ce cartoon incroyable qui est Hundreds of Beavers, qui est un film que je trouve sensationnel, et Mathieu aussi. En plus, il apporte un éclairage nouveau, c'est-à-dire après nous avoir raconté l'histoire du genre slapstick, il nous prouve du coup, de ce fait, que Hundreds of Beavers renouvelle ce genre, qui fait encore un bon point pour cet excellent film avec des castors en costume. Conclusion. Déjà, conclusion, parler de vidéos YouTube, parfois c'est pas facile. Je ne pense pas que YouTube soit mort, et je ne pense pas que la démainstreamisation éventuelle de cette plateforme soit une mauvaise chose finalement. Moi, je continuerai à aimer ce qui se fait dessus, à avoir des avis sur les gens qui créent, enfin sur le travail des gens qui créent. Je pense que c'est la meilleure plateforme d'internet d'un point de vue artistique, du moins en francophonie. Je pense que TikTok et Twitch ne lui arrivent pas à la cheville. Et je vous dis merci de m'avoir suivi dans cette longue vidéo où on parle de sujets de nerd. Si vous voulez me voir dans plus de longues vidéos pour parler de sujets de nerd, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas, évidemment, si vous voulez me soutenir, à aimer la vidéo et à la commenter avec un gentil commentaire. C'était Skull Kid, merci de m'avoir suivi dans mon bosquet sacré.